Radio J. Mon invité dans l'air du temps ce matin est peintre, sculpteur, graveur et dessinateur. Julien Marinetti est un artiste qui s'est fait connaître en fusionnant la sculpture et la peinture, qu'il appelle syncrétisme de l'art. Ses sculptures en terre comme les bulldogs, les pandas, les pingouins ou les crânes ont été ensuite transformées en bronze. Depuis plus de 15 ans, son œuvre phare, Doggy John, est devenue une icône et est exposée dans des villes prestigieuses à travers le monde comme Paris, New York, Londres et Singapour pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et il y a quelques semaines, il a exposé sur l'avenue Georges V tous ces animaux colorés XXL ainsi que des toiles. C'était exposé jusqu'au 16 mars dernier. Il va nous en parler dans un instant. Aujourd'hui, on le retrouve dans la galerie Mendelssohn à Paris. C'est au 7 place de la Madeleine. Bonjour Julien Marinetti. Bonjour Léa. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Ravi de vous retrouver. Vous étiez venu nous voir il y a quelques années, c'était juste avant le Covid. Vous vous en souvenez ? Oui, j'ai un peu oublié le Covid, même si ça a marqué tout le monde. Oui, il faut essayer de l'oublier. Mieux vaut l'oublier, absolument. Ça a été une phase abominable. Julien, je l'ai dit en introduction, vous avez connu le succès il y a 15 ans, vous étiez un jeune homme. Quand on connaît le succès dans ce domaine-là, le domaine de l'art, qui est un domaine aléatoire, qui est très difficile, c'est qu'on a un secret. Lequel est le vôtre ? Je crois que j'ai beaucoup travaillé en fait. J'ai mis vraiment les mains dans la terre. Mm-hmm. J'ai creusé, cherché. Je crois que c'est ça l'histoire. Depuis l'enfance d'ailleurs. Ah oui, absolument. Vous êtes tombé dans la marmite. Ouais, je suis pas. Oui, c'est mon métier, c'est mon travail. Mm-hmm. C'est mon travail depuis toujours. Mais de toute façon, oui, ça a été un travail expérimentation. Et puis, surtout, j'ai pas eu l'audace de croire que j'allais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Mmh. J'ai simplement fait le pont entre le monde de la sculpture et le monde de la peinture. C'est fou que vous disiez « c'est mon travail ». Ça signifie que c'est quelque chose de pensé, c'est quelque chose de calculé, de réfléchi. Est-ce que l'art, vous ne l'imaginez pas comme aussi une impulsion, comme une spontanéité et que vous laissez parler finalement sur une toile ou pour une sculpture, etc. Ah si, mais quand je dis c'est mon travail, ça veut dire que je me suis donné l'obligation et le rythme, un rythme quasi militaire, depuis toujours. Mais on me taxe toujours de gros travailleurs acharnés, mais c'est pas vrai. C'est une passion, donc je mets ça dans la balance, mais j'estime que ce n'est pas vraiment du travail. Non, mais vous voulez mettre... C'est une passion, une passion, donc je considère pas que c'est du travail. Quand je travaille 10 heures sur une sculpture, ou 12 heures, ou 20 heures, je regarde pas le temps passer, et quand je regarde le temps qui a... Mais comme presque tous les artistes, je vois pas le temps passer. Mais est-ce que vous voulez insister sur le fait que, à force de passer du temps dans ce travail, eh bien, on s'améliore. C'est là, mais ce qui est abominable, c'est que si on n'a pas la chance d'avoir une réussite, j'ai envie de dire que on n'a pas forcément la locomotive pour vous tracter et vous obliger à travailler. Quand on a une réussite, on a une chance absolue, c'est que comme les œuvres se vendent, on est obligé d'en faire de plus en plus. Et comme on en fait de plus en plus, il y a deux options. Soit on arrive au bout d'une impasse parce qu'on refait toujours la même chose, soit on a encore un coup de chance, puis je dirais que c'est le coup de chance, on doit remercier ses parents, c'est d'avoir peut-être une configuration un peu poétique ou créative qui permet de progresser. Ce que vous voulez dire, c'est que le succès, c'est bien, parce que ça motive, donc ça fait travailler, et finalement, c'est le carburant, mais en même temps, c'est un piège, c'est ça ? Parce que le succès peut entraîner soit finalement l'échec, soit la réussite absolue et la progression. Je pense à tous je pense à tout le monde, mais je pense même à de grands groupes. Je pense aux Rolling Stones, par exemple. Oui. Ils sont là depuis 50 ans ou 60 ans. Fou. Le chanteur avec la même passion, là, avec la même force, la même passion, la même créativité. Mais oui. Où est-ce qu'on l'a... Mais Madonna aussi, tous ces gens, ce sont des gens où est-ce qu'on trouve la source de cette énergie ?
C'est totalement subconscient. Moi, mes créations, elles sont subconscientes. Hein. Alors, ça commençait avec le Doggy John, hein, quand j'en ai pas. Je sais, vous n'aimez pas trop en parler, mais non, mais c'est pas ça. Mais pourtant, c'est ce petit chien qui vous a. C'est devenu un totem. Hein, c'est devenu un totem. Voilà. Absolument. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut relire Totem et Tabou, mais c'est un peu ça. Ouais. Hein? Et Lévi-Strauss l'explique, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est ce chien, mais c'est le fruit du hasard. Ouais. De toute façon, je pense que la réussite, c'est toujours savoir exploiter le fruit du hasard. Et comment il est né, ce Doggy John? J'ai déjà dit, mais allez, encore une fois, l'histoire. On m'avait confié un chien, on m'avait confié un bulldog. Oui. Et puis, mais je sais pas, il y a 19 ans, 20 ans, ou 19 ans ou 20 ans, j'ai fait cette sculpture, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je l'ai fait, à l'époque, je l'ai faite en bronze. Enfin, j'étais d'abord passé par une épreuve sculpturale, en terre et avec un bricolage pas possible dedans. Mais comme le panda, c'est toujours le fruit du hasard. Non, mais il faut avouer, c'est un bulldog, c'est sympa, c'est sympathique. Le panda il a aussi, une bonne petite gueule. Bien sûr. Le panda aussi, c'est vrai, mais il est plus doudou. Celui-là, il est presque hargneux. Voilà. Il a du caractère. En lui-même, le bulldog a du caractère. En tout cas, vous avez été le premier à faire des bulldogs alors XXL, c'est ça? Et ça a plu. En fait, j'ai été vraiment le tout premier à faire à peindre une sculpture, mais non pas habiller la sculpture, mais à peindre sur la sculpture. Ouais. C'est-à-dire à peindre mes bricolages d'artiste peintre sur la sculpture, qui était une forme en 3 dimensions. Mais ça, j'ai appelé ça après, par le passé, le syncrétisme. Ouais. Et ce qu'on a vu sur l'avenue Georges V, c'était ça. Hein. Il y avait ces animaux, puis il y a des toiles également. Parce que je suis peintre. Vous êtes peintre de base, à l'origine. J'ai qu'une base, c'est la peinture. Ouais. Je suis pas un très bon sculpteur. Enfin, je sais sculpter des choses un peu figuratives comme ça, par exemple, ou le panda. Mais c'est ma spécialité. Je suis pas Brancusi. Alors vous dites vous êtes peintre, donc est-ce que vous avez eu parmi les grands peintres du passé des influences, parce que on pense à alors moi qu'on vous sort toujours. Celui que je préfère, l'un de mes grands peintres, c'est Soutine, mais oui. Parce que lorsque je peins et lorsque je brosse ma peinture, je m'attire. Il faut m'attirer. Moi, je m'attire ma peinture. Quand je m'attire, j'utilise. C'est un néologisme, mais c'est m'attirer. Non. Vous avez envie de travailler la matière. C'est ça. Quand je travaille la pâte, la peinture avec ma brosse, j'aime énormément Soutine, parce que chez Soutine, il y a une espèce d'expression un peu particulière. Ouais. D'écorché, mais j'adore aussi Modigliani. Oui. Alors après, en ce qui concerne le graphisme, le stigmate réellement pictural, oui, ça c'est l'art tribal, c'est l'art océanien, c'est Fernand Léger, Picasso, Matisse. C'est lorsqu'on a une difformité ou une déformation par le prisme qu'est le cerveau, du langage et de la vision que moi j'ai d'une œuvre, ça devient pas forcément quelque chose de figuratif à 100%. C'est du symbolisme. Avec un œil, on a compris qu'on a un être humain, un être vivant. Ceux que vous nous citez, en tout cas comme artistes, sont des gens qui se sont totalement fondus dans leur travail. Hein. Quand vous parlez de matiérer, c'est presque leur corps finalement qu'ils ont. Totalement. Mais ce qui est mon cas aussi. Moi, je me fonds dans mon travail. Ça, ce sont des influences. Il y a aussi un carburant. Je voudrais vous faire écouter. Je vous propose de mettre votre casque. Une interview. Alors, elle date de 1969, donc excusez-moi à l'avance pour le son. C'est une interview rare de Picasso, mais qui me fait rire. Alors, souvent, lorsqu'on regarde vos toiles et vos dessins, on pense à Picasso. Bien sûr. Absolument. Et donc, après, je vous pose une question, mais écoutez ça. Vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso? Oui. Même une jeune fille que l'un jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Vous aimez bien les gens? J'aime beaucoup les gens. Tout le monde? Et si je n'aurais pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi. Moi, il me fait rire, Picasso. Hein. J'aimerais même un bouton de porte, même un pot de chambre. Je connaissais cette interview. Je le connaissais, je l'avais eu la chance de l'écouter.
Je pense en effet qu'on a un avou. Enfin, j'ai envie de dire les vrais artistes, mais je suis désolé pour les faux ou les vrais, mais ceux qui ont vraiment une consistance poétique, parce que ça, c'est de la poésie. Quand il parle du pot de chambre, c'est l'extrémité, c'est l'extrémum du raisonnement. Mais on sent sa pureté. Je crois même pas qu'il voulait faire rire. Je suis pas sûre qu'il voulait faire rire. En fait, c'est une proposition universelle. Il aime autant un coucher de soleil qu'une poignée de porte. Voilà. Moi, quand je suis dans la rue, je me promène la tête en l'air. Je regarde autant les nuages que les arbres, que n'importe quoi. Un bout de trottoir, c'est beau. Mais moi, j'ai une passion de tout ce qui a été, de toute la nature. Je pense que l'être humain fait partie de la nature. Quand on dit l'être humain détruit la nature, malheureusement, c'est la nature qui détruit la nature, puisque l'être humain a été créé par la nature. Je pense que les arbres détruisent aussi les arbres. Le grand arbre veut prendre le soleil et met à mort le petit arbre. C'est la canopée en Amazonie. Enfin bref, vous voyez, je pense que les gros cailloux vont écraser les petits cailloux. Donc je pense que l'humanité fait, défait, refait. C'est sans cesse en mouvement. C'est un mouvement perpétuel. Tiens, est-ce que l'art cinétique vous a influencé aussi? Bien sûr, j'ai connu beaucoup de gens. Alors c'est pas vraiment du cinétique, c'est plutôt du géométrisme. J'ai très bien connu Jean Devanne. Qui était un artiste qu'on peut retrouver à Beaubourg, au Musée National, mais qui était un monsieur extraordinaire. Et c'est lui le tout premier. Et quand je parle de composition picturale sur un volume, c'est le tout premier à avoir fait ce qu'on appelle les antisculptures. Et ces antisculptures consistaient à peindre des figures géométriques qui étaient composées sur des volumes. Et il appelait ça des anti-sculptures. Mais c'est pour ça, bien sûr, beaucoup d'artistes avant moi ont habillé des sculptures. Et là où, comme Niki de Saint-Phal, là où il y avait une jupe, elle peignait une jupe, là où il y avait des yeux, elle faisait les yeux. Tandis que moi, pas du tout. J'oublie complètement la nature du support. Oui, est-ce que justement, c'est pas ça l'art aussi? Peu importe, on va pas réfléchir à ce qu'on fait, à quelle case, dans laquelle case on est. Mais parce qu'à notre époque, tous les gens réfléchissent en termes de réussite, de vanité, d'arrogance, d'argent, alors que... Non, mais c'est terrifiant. Maintenant, avant même de créer, la plupart des gens veulent exposer. Mais exposer, c'est se montrer à un public. C'est quand même s'imposer. C'est quand même c'est une forme. Je trouve que c'est une forme d'exhibitionnisme. Moi, à mon âge, j'ai fait des centaines d'expos. À chaque fois, et là, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai fait une expo. Et donc avec la galerie Mendelssohn, que je salue d'ailleurs, qui ont fait un très beau travail avec Georges V. Aujourd'hui, on va pouvoir vous voir dans la galerie même. Oui, bien sûr. Cette place de la Madeleine. Alors on me voit dans pas mal de galeries, mais là ce qui est intéressant, c'est que j'ai accepté de leur prêter une vingtaine de tableaux qui sont exposés dans la galerie. Donc ça change un peu des sculptures peintes, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à exposer. C'est très compliqué de me montrer. J'ai peur, j'ai une peur bleue. C'est intéressant ce que vous dites. Mais on parlait de Picasso. Mais est-ce que c'est pas l'origine? Pardon de vous couper. Non, je vous en prie. C'est pas chez un artiste, c'est pas ça quand même le but ultime. Ça devrait être. Non, moi je pense que. Moi je chante dans ma salle de bain, mais je pourrais pas. Je suis pas une artiste. Imaginez l'audace qu'il faut pour aller chanter devant 100 000 personnes. Non, mais quand on est artiste, on le fait. Oui. Mais moi j'ai pas d'audace. Je suis pendant toute l'expo qui a duré 2 mois, mais c'est partout pareil, mais je veux dire que ce soit à Londres ou à Singapour quand j'expose dans les rues ou là à San Francisco, j'évite la rue où j'expose. Parce que ça c'est votre humilité. Je l'évite. C'est votre humilité qui parle. Mais tout le monde dit que je suis pas très humble, mais c'est pas ça. Mais dans ma matière propre, oui, c'est même une crainte. J'ai peur de me montrer parce que je mets tellement dans mes œuvres. C'est comme si je suis tout nu. Est-ce que ça veut dire que vous attendez aussi des autres un jugement? Vous êtes encore vous manquez peut-être d'assurance encore aujourd'hui. Ça vous touche de savoir. C'est ce manque d'assurance qui m'oblige perpétuellement chaque jour à essayer de faire mieux que la veille. Et le lendemain, j'espère avoir fait mieux que la veille ou que le présent. Mais ça, je cours après l'impossible. En tout cas, parlons un peu de vos créations. Elles font sourire. Ça vous dérange? Mais absolument pas. Parce que je peux vous dire que les enfants adorent. Hein. Mais Picasso, on parlait de Picasso tout à l'heure. Il disait exactement la même chose. Vous savez, Picasso, dans les années, il devait avoir à peu près 80 ans. Dans les années 60 ou 62 ou 63, il avait fait une expo au Palais des Papes. Il avait fait je sais plus, je me souviens plus précisément, donc je vais pas dire une bêtise, et il avait été interviewé, justement, peut-être qu'il fait référence à cette interview par une jeune fille, et elle lui avait dit, il y a beaucoup de Matisse
de Henri Matisse, qui était mort en 54 d'ailleurs. Dans les années 60, donc pas très longtemps avant. Et lui, je pense que ça l'a un peu troublé qu'on lui dise qu'il mettait à 80 ans du Matisse dans son travail. Mais parce que, et ça l'a pas démonté. Il a dit, mais bien sûr, c'est un honneur pour moi de mettre Matisse au centre de mon travail. Moi, c'est un honneur de mettre Picasso, Léger, tout le monde. Pourquoi? Parce que je pense que on peut pas créer en partant de ex nihilo. Je l'ai déjà dit, je crois, dans cette interview. Je suis pas sûr que sur une île déserte, je sois devenu peintre. Je serais devenu pêcheur, cueilleur de fruits. Voilà, j'aurais été je sais pas comment on peut dire, mais j'aurais pas été peintre, j'aurais pas inventé la peinture, inventé le support, inventé la brosse, le pinceau, pas du tout. C'est-à-dire que votre activité d'artiste, ça vous apporte quelque chose que vous recherchez. C'est-à-dire une certaine reconnaissance, j'imagine, et autres. Mais comme les écrivains, je disais un peu BHL, mais tous les écrivains, je pense à mon frère qui est écrivain, ça lui apporte son quotidien, même si les écrivains sont un peu les parents pauvres du système, on lit de moins en moins, il y en a encore, mais ceci dit, c'est vrai que c'est un peu pour moi une hypocrisie, je me cache dans mon travail, je suis content. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous, en tout cas, qu'est-ce qui vous apporterait une satisfaction totale par rapport à une œuvre? Est-ce que lorsque une œuvre reste dans une famille, elle est transmise de génération en génération et que finalement elle vous est dépossédée, vous en êtes plus le propriétaire et qu'elle appartient à ceux qui l'ont acquis, est-ce que ça pour vous c'est une douleur ou bien au contraire c'est la totale satisfaction? Non, moi, mes œuvres, une fois qu'elles sont achevées, j'ai posé mon pinceau, elles sont plus du tout à moi. Elles sont plus à vous, c'est intéressant. Non. Je l'ai déjà dit, je l'ai même écrit, j'avais écrit des papiers là-dessus, mais non, ça ne m'appartient plus du tout. Ce serait arrogant de croire que je peux les exposer chez moi, dans ma maison, en me disant, c'est bien, c'est beau, ça décore, c'est sympa. Non, absolument pas. Mes œuvres sont plus à moi. Sauf que c'est un témoignage d'un moment de votre vie, d'une sensation, d'un sentiment, d'une époque, d'une période de votre vie. Mais vous savez, dans les années 40, on disait que tout ce que fait Picasso, c'est toujours la même chose. Quand on regardait Fernand Léger, on disait que c'est toujours la même chose. Francis Bacon disait je peins toujours la même chose. Picasso disait la plupart des artistes s'inventent un moule à gâteau et font toujours le même gâteau toute leur vie. On fait toujours la même chose. Moi, les gens ont l'impression que c'est toujours la même sculpture, mais c'est faux. C'est le même support, certes, mais je peins aussi sur toile, j'ai de multiples supports. Mais le graphisme, la peinture, la composition picturale qui est dessus est toujours différente. C'est pour ça que les gens aiment bien, parce qu'au moins ils ont une pièce unique. C'est pas un multiple encore et encore à 2000 exemplaires ou 40 ou 12 exemplaires, c'est 8 et 4. Julien Marinetti, est-ce que vous avez des projets là? Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez j'ai des projets d'exposition dans des lieux totalement improbables, dans des lieux industriels. Peut-être du côté de Strasbourg, peut-être du côté dans des endroits un peu pourquoi dans des lieux industriels? Parce que c'est vraiment, alors l'industrie, c'est justement là le lieu de la reproduction à l'identique. Alors quand je dis industriel, c'est métallurgie, casse automobile. Pourquoi? Parce que je veux créer un contraste. Je veux vraiment créer une dichotomie entre ce travail extrêmement peint, verni, qui est mon travail, qui est connu, avec des endroits qui sont totalement contrastés. Et totalement opposé au travail. Est-ce que vous pensez, pour les mettre en relief, voilà. Justement, est-ce que vous pensez possible un jour de changer de matière, de vous attaquer au métal, au verre, à d'autres supports? Alors, moi, je pense que mon travail, c'est pas rechercher de la technologie ou une nouvelle matière. Je pense que mon travail, que je peigne sur... Alors, le fer n'a pas de pérennité, ce qui est un peu embêtant. Ça rouille, ça s'abîme. Le verre, ça casse, je suis pas trop... Puis c'est compliqué de peindre le verre. Le bronze, ça reste quand même la matière noble. Moi, je peins sur toile, bien évidemment. Je peins aussi sur bois. Je fais beaucoup de collages, comme l'ont fait les cubistes dans les années 1915-1920. Mais est-ce que néanmoins, vous sentez totalement libre parce que là, vous êtes un peu contraint par la matière ou par votre style? Parce qu'il y a un moment donné où votre succès passé vous dirige. Ou est-ce que vous... Mais c'est le malheur de tous les artistes. C'est pour ça que je disais, on fait toujours la même chose. On croit. Et quand Bacon le dit, Francis Bacon le dit... Enfin, c'est pas lui qui le dit, il parlait à Michael Pepiat, son ami, mais quand il le dit, c'est vrai que
c'est vrai que il le dit, mais je sens qu'il y a une tristesse. Parce qu'on est dans un carcan socio-culturel, et puis on est entraîné dans un flux, dans une voie. Il y a des modes, on répond à des couleurs. Prisonnier. Imaginez, même les couleurs. Ouais. Le violet, c'était à la mode l'année dernière. Est-ce que pour vous, c'est pas insupportable d'entendre les tendances, le mot tendance? Pour moi, c'est insupportable. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas faire fi d'un goût généralisé, générique, pour s'approcher de quelque chose d'un plus intellectuel. Il y a quelque chose de plus expressionniste dans mon travail. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a des tendances dans l'art? Bien sûr qu'il y a des tendances. Il y a des modes. Bon, moi, je suis plus vraiment à la mode. Je veux dire que je suis plutôt un démodé qui continue à vendre. Ouais, oui, ça fait quand même 20 ans, enfin 18-20 ans, mais... Vous faites référence au petit chien quand même, là. Oui, mais c'est mon support. Je crois que les gens l'ont compris. Vous ne l'avez pas oublié, hein, parce que bon, il était dans les rues, là. Non, mais j'ai commencé avec des collages du New York Times dessus, imaginez. Quand je vois maintenant des artistes qui font des collages sur les sculptures avec du papier journal, mais ça fait 20 ans que je le fais. Quand je vois des gens... Moi, je me souviens, il y a 25 ans, je trempais des pantalons dans du plastique pour les mettre, les accrocher et les raidir, quoi. Mais comment ça fonctionne? Il y a des gens qui font ça à notre époque. Julien, comment ça fonctionne? Le matin, vous vous levez et hop, vous avez une intuition ou Oui, tous les matins, c'est ça, oui, tous les matins. Vrai? Tous les soirs aussi. Vous voyez que vous avez un secret, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mon secret, c'est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui mesurent 2 mètres, ils sont meilleurs en basket que ceux qui sont tout petits. Moi, j'ai la chance, soit d'être tout petit, si vous le considérez que c'est mieux, ou de mesurer 2 mètres dans mon travail, mais c'est pas l'arrogance, hein. Je suis configuré comme ça. Ouais, et puis vous êtes original. Et puis je passe mon temps aussi à tendre la main vers les jeunes artistes de tous bords, je prête mes ateliers, je donne des cours dans mes ateliers, j'essaie de donner un coup de main, même à des étudiants des Beaux-Arts, j'essaie de constamment les guider vers quelque chose de plus magique, plus créatif, plus personnel. Merci infiniment, Julien Marinetti, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous écouter. Merci Léa. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci, à très bientôt, au revoir.